Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De Casse-Noisette et les 4 royaumes. Composé par 2 réalisateurs, ce qui est assez rare pour le souligner, Joe Johnston et Lasse Hallström. Casse-Noisette est à l'origine un conte d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann qui fut repris de manière différente par Alexandre Dumas, dont le très célèbre ballet de Tchaïkovski s'est inspiré. C'est une histoire qui ne cesse d'évoluer à travers les différents esprits qui le reprennent. Dans le film d'ailleurs, on voit beaucoup de danse, tout comme pendant le générique de fin, on nous montre un ballet sur une très belle musique. La musique, elle, est composée par le très célèbre James Newton Howard que l'on ne présente plus. Alors le film en lui-même est pas mal, que ce soit les décors, les costumes, le maquillage, c'est une ambiance très chaleureuse et haut en couleur dans lequel on est plongé, fait de tout un tas de détails raffinés. Il y a pas mal d'acteurs connus dont on prend plaisir à suivre, mais sans forcément voir leur nécessité dans ce film. Ça aurait pu être d'autres. Tout comme le personnage de Casse-Noisette, titre du film, est sympathique, mais sa présence à l'écran n'est pas totalement saisissante. Et pourtant, j'ai trouvé que pour une fois, le personnage principal n'était pas bête. Car souvent, on a des personnages qui crient, qui hurlent, qui s'agitent dans tous les sens, qui sont surpris par tout et n'importe quoi. Elle est même plutôt réfléchie et mature par rapport aux autres. En sortant de la salle, on se dit qu'on a passé un bon moment, que c'était vraiment sympa, même si l'histoire semble être assez banale et prévisible. Voilà pour un avis rapide et général avant de passer à la partie spoil, où je vais parler de ce que j'ai vraiment trouvé le plus intéressant. Alors c'est parti. C'est un film assez simple avec des thématiques et une formule que l'on pourrait qualifier de banale. Néanmoins, la perte d'un être cher et le ressentiment qui en découle est loin de l'être pour celui qui traverse cette phase. La leçon peut paraître un peu bateau, celle que la force est en soi et qu'on a le pouvoir de changer le monde, etc., etc. Mais pour toutes les personnes en difficulté dans la vie, c'est bien de ça dont il s'agit, de prendre conscience, d'intégrer et de mettre en pratique. Clara fait preuve d'une détermination et d'une volonté rare, même parmi les adultes. Pour se motiver et avancer, il ne suffit pas de tout savoir. Comme on le dit dans Batman Begins, la force ne suffit pas, il faut avoir la volonté d'agir. C'est à ce niveau que la fiction est merveilleuse, car elle donne l'opportunité aux héros de pouvoir réellement se confronter à leurs problèmes de manière visuelle et frontale. C'est une véritable chance que de pouvoir se plonger dans un monde onirique et d'affronter sensoriellement et émotionnellement une situation cathartique qui va permettre à la personne de guérir. Alors un peu comme chez Narnia ou autre référence qui vous plaira, on entre dans un monde imaginaire, qui est une mise en scène métaphorique qui traduit l'émotion et la perception de la personne. Nous sommes en quelque sorte à l'intérieur du rêve de la patiente nommée Clara. Tous les royaumes sont une projection de son esprit, tout comme les personnages des cellules de son corps. À l'intérieur de tout individu existe un monde où s'affronte tout ce que l'on vit et percevons au quotidien. Chaque neurone, chaque émotion, tous les sens dont on dispose sont traduits par des personnages, des royaumes, des univers. Le monde imaginaire est le véritable monde, mais traduit sous une autre forme, imagé d'une manière qui nous est propre. Et trouver la clé, c'est le langage nous permettant de mieux comprendre ce qui nous entoure et dialoguer avec les conflits qui nous habitent. Au départ, Clara ne veut plus faire la fête, ne veut plus s'amuser, et il se trouve que c'est le royaume du divertissement qui a été banni. Dans son monde intérieur, c'est le mal, puisque c'est Clara qui se le refuse, qui le rejette en vrai, ne s'intéressant plus à rien ou en s'enfermant dans sa chambre, son royaume. Et si la clé va justement, comme par hasard, on pourrait dire, dans cette direction, c'est parce qu'il n'y a qu'en passant par là qu'on pourra se trouver et se changer. Sauver le ou les royaumes, c'est sauver un élément de nous-mêmes que l'on a banni. C'est un peu la même leçon qu'Elinor et Mérida racontent sur les royaumes dans Rebelle. Tout comme beaucoup de gens, Clara s'aveugle elle-même et ne comprend pas, alors qu'elle possède pourtant un grand savoir comme on le voit au début. Elle est venue dans ce royaume en suivant le fil d'or de son propre désir. Elle voulait la clé pour elle et ouvrir l'œuf sans le comprendre. Un peu comme Broclovette dans Titanic qui voulait le cœur de l'océan sans même le comprendre. Je suis passé à côté, comme il dit. Une fois l'œuf en sa possession et qu'elle l'ouvre, elle est déçue, ne comprenant pas, ne percevant pas ce qui est au-delà d'elle-même. Elle qui avait tant œuvré jusqu'à présent délaisse complètement la clé. En fait, à ce moment-là, elle en reste là, sa quête est terminée. Comme je le disais, Clara possède un grand savoir, de grandes connaissances, mais pas au niveau des émotions et du cœur humain. Savoir et avoir ne suffisent pas pour comprendre. Et c'est là que la présence de l'antagoniste prend tout son sens. Car c'est bel et bien parce que la fée révèle son dessein maléfique qui fait prendre conscience à Clara de sa propre bêtise. Quelque part, c'est la perspective du chaos qui oblige d'une certaine façon les héros à prendre les armes pour lutter. Souvent, le mal est un élément qui participe à ouvrir les yeux et raviver les valeurs humaines. La fée dragée est la cellule que l'on possède tous en nous et qui s'oppose, résiste constamment à l'évidence et la simplicité, à comment les choses pourraient être. Elle est le sentiment incarné d'avoir été abandonné et délaissé, choisissant la puissance et la violence pour s'affranchir de toute affection.
La clé avait une double fonction, opposée et complémentaire. Ouvrir un œuf vers la magie des émotions, tout comme ouvrir un pouvoir de création. C'est là que s'entremêlent la machine et la magie. Un pouvoir de création qui permet également la destruction. Quand on arrive à cette machine, on est au cœur de la personnalité de Clara, tout comme de l'œuf lui-même. C'est dans cette mécanique du cœur qu'est conservé son propre pouvoir de création. La commande des possibilités qui va s'animer par ses désirs, ses rêves, sa volonté. L'œuf est d'ailleurs un objet inanimé, et chercher la clé pour l'ouvrir, c'est chercher à se réanimer soi-même. À l'intérieur de ce monde, il s'agit pour la plupart d'objets, que l'enfant, par son imagination, ou plutôt par la projection de ses émotions, de ce qu'il perçoit de la réalité, va retranscrire dans les histoires qu'il va s'inventer en jouant, comme elle le fait au début avec la souris, se créant un monde à part entière pour la capturer. Il s'agit de puiser en soi pour animer les objets qui nous entourent, leur donner vie. Alors oui, tout ce dont on a besoin se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons la force créatrice de nous animer et de vivre des aventures. Comme cette machine qui permet d'animer de simples objets. Le pouvoir créateur qui peut donner ou reprendre cette animation, ce mouvement propre à la vie. L'œuf, c'est la naissance, la renaissance, la mise au monde de quelque chose, l'éclosion de sa propre individualité, de sa propre essence spirituelle. La force est à l'intérieur, symbolisant le cocon intérieur dans lequel on se sent bien, son refuge. Mais c'est aussi la gestation avant une transformation fabuleuse. Un peu comme dans Kung Fu Panda, il n'y a pas d'ingrédients secrets, de techniques secrètes. La plus grande richesse, c'est la sienne, celle que l'on découvre, celle dont on prend conscience, celle qui nous motive, nous inspire, nous détermine. La reine du 4e royaume a été bannie parce que dans le cœur de Clara, sa mère était bannie. Réintégrer cette reine bannie dans son royaume à la fin, c'est accepter la disparition de sa mère et conserver son souvenir en elle. Comme on le dit, il ne reste que les souvenirs, et un jour, on retrouve le sourire. La plupart diront que c'est un film pour enfants ou qu'il faut le voir avec les yeux de l'enfance. Mais comme vous le voyez, ça n'empêche pas de l'apprécier en tant qu'adulte et de bien garder son cerveau branché. Ce qui est pour enfants, c'est le genre du film, l'emballage du cadeau, la surface des choses. Peut-être aussi parce que l'on sait d'avance que tout finira bien. Mais si l'on faisait le même film avec une fin dramatique, l'œil du spectateur changerait-il pour autant ? Les épreuves par lesquelles passe l'héroïne finissent peut-être bien, mais elles ne sont pas faciles à résoudre. Et c'est parce qu'elles ne le sont que rarement en vrai que le monde adulte semble si dramatique et parfois démuni de cœur et de valeurs. L'histoire et les enjeux propres de la quête sont pourtant universels, et on les retrouve partout, que ce soit fantastique, horrifique, tragique, épique ou encore poétique. Ce qui change, ou qui donne l'impression que tel ou tel genre est pour enfant ou adulte, c'est uniquement la forme. Et c'est cette forme qui conditionne la perception que le spectateur en aura avant même d'aller voir le film, montrant bien que ce sont les apparences qui prédominent. Comme si la valeur de l'œuf n'était due qu'à son aspect extérieur, alors que le véritable se trouve toujours dissimulé derrière le voile des apparences, que les contes pour enfants tentent de retranscrire. Trouver sa propre force intérieure, c'est se connaître soi-même, avoir conscience de ce que l'on est, de qui l'on est. N'est-ce pas ce que tout individu cherche en ce monde, pour fleurir et s'épanouir ? D'ailleurs, on joue également sur les apparences dans le film, puisqu'on nous présente un méchant qui finalement ne l'était pas du tout. Mais l'on ne peut s'en rendre compte que si l'on creuse en nous-mêmes nos propres facilités et autres préjugés, et en allant à l'encontre de ce qui se dit, de ce qui semble être acquis. Il en va de même pour l'œuf, qui est vraiment joli d'ailleurs, on dirait une sorte de Fabergé, mais il est inanimé. Et à l'intérieur se dissimule la vraie richesse, celle du mouvement, d'un mécanisme, une fabrication minutieuse qui touche les sens, et nous transporte sur la partition de l'âme. Cette notion de mécanique est présente tout au long de l'histoire, même dès les premières séquences où Clara nous parle du commencement avec la bougie, puis l'énergie, la flamme, et tout le système qu'elle a mis en place pour capturer la souris, tout comme pour faire s'envoler en même temps une sorte de petite montgolfière. Tout est régi par des processus scientifiques, mathématiques, calculés et prémédités, mais dans une optique d'éblouissement et d'émerveillement. Il en va de même pour toute forme d'art et d'expression, comme la danse, ou le ballet en l'occurrence, qui est un langage visuel non parlé qui porte et transmet des émotions. C'est la contemplation de corps qui s'anime et qui utilise les différents sens dont il dispose pour raconter une histoire. Par le langage du corps, l'on cherche à animer l'esprit. C'est l'organique qui mène au féerique, cherchant le spirituel par une forme de langage universel. Comme la musique de l'œuf étant l'incarnation même d'une émotion intarissable et qui continue de vivre à l'intérieur d'une personne. L'œuf est comme une pierre philosophale, où l'on plonge dans un système cérébral régi par des rouages qui transforment la mécanique en art symphonique. On oppose souvent la science et la fantaisie, mais la science et la technologie permettent de créer, de concevoir des mondes fantastiques alimentés par notre imagination.
Un magicien peut être perçu comme un homme de science qui fabrique des mécanismes pour ses tours. Mais cette machination infernale n'est qu'un rouage. Son savoir est un outil qui lui permet d'atteindre une dimension bien plus abstraite, celle de l'émerveillement, de l'enchantement, du rêve. Et c'est en substituant ou en dissimulant aux yeux des gens cette mécanique interne, la logique et l'explication précise de cette science que la magie peut opérer. Tout comme les jouets, qui sont des fabrications mais dont leur but est de susciter des sentiments et des émotions chez l'individu. Comme dans Toy Story, l'important n'est pas l'objet mais la vie qu'on lui insuffle. C'est l'âme que l'on y projette qui est magique. Alors l'histoire se passe à Noël, et un peu comme le Grinch ou Scrooge, il y a ce côté voyage intérieur qui va transformer la personne et lui ouvrir de nouveaux horizons. Alors ça tombe bien puisque Noël approche, et justement quand on y réfléchit, ça semble aller de soi que tout le monde fête Noël. Mais est-ce un choix, ou simplement qu'on suit le courant du quotidien ? Au départ, Clara ne veut pas le fêter, et on peut se dire qu'elle affirme la notion du choix et du libre arbitre en s'opposant à ça. C'est seulement après cette longue introspection qu'elle s'approprie l'état d'esprit et choisit de le fêter de sa pleine conscience. Elle comprend le symbole et le sens de ce que représente Noël par sa propre réflexion, et agit de sa propre initiative de manière bienveillante sur autrui. La magie est un état de conscience qui réunit tous les ingrédients en un même instant. C'est comme différentes pièces d'un mécanisme qui s'assemblent et s'enchevêtrent pour nous transporter dans quelque chose d'intense, que l'on ne pensait ne plus pouvoir ressentir. La magie de Noël ne tombe pas du ciel, elle n'est pas un dû, elle se fabrique, elle se façonne, c'est un effort. Noël, ça se prépare, ça s'organise, décorations, cadeaux, repas, vêtements, c'est une ambiance, un état d'esprit qui se mijote à mesure que l'on approche de cette journée, que l'on va chercher à rendre unique, spéciale, de ses propres mains. C'est comme une mise en scène nous permettant d'atteindre le prestige. Ou comme dans le film de David Frankel avec Will Smith, la beauté cachée en toute chose. Elle est visible, mais de prime abord, on ne la voit pas. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce Casse-Noisette n'est clairement pas un grand film. Mais derrière cette forme qui semble ne pas avoir grand intérêt, on peut y déceler des choses intéressantes que l'on peut rapporter avec soi dans son quotidien et transformer sa façon de voir les choses. Exactement comme Mary Poppins. Chaque personne, chaque film, chaque œuvre d'art est un œuf aux formes et aux apparences multiples, dont il faut trouver la clé du langage pour découvrir les richesses qui s'y dissimulent et faire naître en soi sa propre mélodie. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.